Écoute. Le silence d'un vieux manoir, troublé soudain par le tintement d'une cloche. Dans l'ombre feutrée, secrets et rancunes s'entrelacent, prêts à éclater en drame. Ici, chaque sourire dissimule une blessure, chaque geste porte un soupçon. Toi aussi, entre dans ce huis clos où les apparences vacillent. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Prêt? Entrons dans l'histoire. La voiture qui transportait Poirot et Hastings gravit lentement l'allée bordée de marronniers. À mesure qu'ils approchaient de Bellecour, l'imposante demeure se dessinait, vaste et silencieuse, comme si ses murs eux-mêmes retenaient un souffle. Hastings, impressionné, ne put s'empêcher d'exprimer son admiration pour l'architecture raffinée et la noblesse du lieu, tandis que Poirot demeurait plus réservé, observant chaque détail avec son œil attentif. Le majordome, solennel, les accueillit avec une révérence discrète, et déjà l'air du manoir semblait saturé d'une gravité à peine perceptible. Dans le vestibule, les tapis épais étouffaient le bruit des pas, et l'on devinait que derrière chaque porte close se préparait l'apparat d'une soirée mondaine. Hastings, d'humeur légère, se réjouissait d'avance du dîner annoncé, mais Poirot, lui, remarquait surtout les visages figés des domestiques, un peu trop attentifs, un peu trop silencieux. Cette tension imperceptible, si familière à son instinct, lui rappelait que les plus beaux lieux dissimulent souvent les plus sombres secrets. Déjà, l'air de Bellecour s'imprégnait d'un parfum d'attente inquiète, comme si chaque pierre du manoir s'apprêtait à devenir témoin d'un drame encore invisible. Guidés vers le grand salon, Poirot et Hastings furent introduits auprès des convives. Le maître des lieux, M. de Bellecour, mais l'air même de ses salutations avait un goût amer, comme si sous chaque mot aimable se cachait une histoire tue. Lorsque les portes de la salle à manger furent ouvertes, les convives découvrirent une pièce richement ornée, où l'or discret des moulures se mêlait à la blancheur immaculée des nappes. De lourdes tentures fermaient les fenêtres, isolant la table comme un théâtre secret, coupé du monde extérieur. La cloche d'argent, posée sur un guéridon, étincelait à la lueur des chandelles, promesse d'ordre et de ponctualité. Les domestiques circulaient avec un soin mesuré, déposant des plats dont les parfums délicats emplissaient l'air. Pourtant, sous la beauté de ce cadre, Hastings perçut une atmosphère étrange, comme si chaque convive cherchait sa place non seulement à table, mais dans une joute silencieuse. Les sourires s'étiraient un peu trop, les mots semblaient peser avant d'être lâchés. Poirot, lui, promenait son regard sur la disposition des sièges, l'emplacement de la cloche, et même la distance exacte entre la place d'honneur et la bibliothèque attenante. Rien n'était laissé au hasard dans cette mise en scène sociale, et pourtant, un déséquilibre subtil s'y insinuait déjà. Le huis clos de Bellecour prenait forme, élégante en apparence, mais saturé d'une tension invisible qui ne demandait qu'à éclater. Le maître de maison leva soudain son verre, et un silence poli s'imposa aussitôt. Son toast, attendu, devait célébrer l'union familiale et l'hospitalité. Pourtant, dès les premiers mots, une note dissonante s'y glissa. Un reproche à demi voilé, une allusion perfide à d'anciennes rancunes. Hastings, surpris, échangea un regard inquiet avec Poirot, qui ne broncha pas, observant attentivement les visages autour de la table. Un héritier fronça les sourcils. Une coupe trembla dans une main féminine. Les convives prirent place autour de la longue table nappée de blanc, et bientôt le murmure des conversations se mêla au tintement discret de l'argenterie. Au premier regard, rien ne distinguait ce dîner de tant d'autres dans une demeure de province. Politesses échangées, sourires mesurés, compliments sur la qualité des vins ou la délicatesse des plats. Pourtant, à l'écoute attentive, on percevait déjà, sous la surface brillante, de petites pointes d'ironie, des phrases trop aiguisées pour n'être que des marques d'esprit. Hastings, charmé par l'élégance du service, peinait à saisir la subtilité des sous-entendus. Mais Poirot, silencieux, laissait ses yeux glisser d'un visage à l'autre avec la lenteur calculée d'un homme qui pèse la valeur d'un mot comme d'un bijou. Il semblait qu'à chaque échange, une vérité plus sombre affleurait, sans jamais se laisser nommer. Les voix, tour à tour légères et cassantes, donnaient au repas un rythme particulier, comme une musique dont chaque note portait une ombre. Et dans ce salon feutré, où tout paraissait encore parfaitement en ordre,
On sentait déjà qu'un déséquilibre fragile menaçait. La conversation prit une tournure plus personnelle lorsque M. de Bellecourt, d'un ton qu'il voulait badin, évoqua l'avenir de son domaine. Une remarque légère, croyait-on, mais qui fit aussitôt tressaillir l'un de ses neveux. Hastings crut d'abord à une plaisanterie de famille, mais le silence lourd qui suivit lui prouva le contraire. La jeune héritière, à la beauté douce et distante, laissa tomber quelques mots voilés sur la justice des partages, vite balayés par un rire sec de son cousin. Une lueur d'avidité traversa le regard de ce dernier, si rapide qu'un œil moins exercé que celui de Poirot l'aurait ignoré. Sous prétexte de légèreté, les convives s'engagèrent dans une joute feutrée. Chacun semblait vouloir souvenir des sacrifices ou des volontés supposées. Hastings, étonné, se dit qu'un débat esthétique n'avait jamais paru si proche d'un combat. Les sourires forcés, les mains crispées sur les verres, tout trahissait une passion plus violente que ne le laissaient supposer les mots choisis. Poirot, lui, fixait avec une attention soutenue la réaction du maître de maison, resté silencieux. Ses yeux semblaient briller d'une ironie froide, comme s'il se délectait secrètement de ses querelles, ou bien comme s'il y voyait un terrain d'observation utile à ses propres desseins. Derrière l'élégance apparente de la discussion, c'était un abîme de rancune qui se révélait. Peu à peu, Hastings cessa d'écouter les mots eux-mêmes et se concentra sur ce qui échappait au discours. Il perçut un silence soudain, un regard détourné au moment précis où un sujet délicat était effleuré. La main tremblante de la jeune femme, lorsqu'elle posa sa fourchette, lui parut plus lourde de sens que toutes les phrases prononcées. Il n'aurait su l'expliquer clairement, mais une impression persistante l'envahissait, celle d'être plongé dans un courant souterrain dont il ignorait encore la force. Quelque chose, dans cette salle close, ne relevait pas seulement d'une querelle de bien ou d'orgueil. Il y avait autre chose, plus grave, plus secret, qu'aucun mot n'avait encore osé nommer. Il jeta un coup d'œil à son ami belge, espérant y trouver une confirmation. Mais Poirot demeurait de marbre, son esprit manifestement ailleurs, comme s'il avait déjà saisi ce qui échappait encore à Hastings. Tout au long du repas, Poirot resta le spectateur attentif de cette scène mondaine devenue théâtre de passions contenues. Son visage impassible ne trahissait rien, mais ses yeux suivaient avec minutie les moindres gestes. Un héritier qui essuyait trop vite une goutte de vin renversée. Une cousine qui, Hastings, absorbé dans ses propres impressions, ne vit pas que Poirot avait déjà commencé à ordonner ses détails, comme les pièces d'un puzzle invisible. Chaque signe, apparemment insignifiant, trouvait déjà sa place dans l'esprit du détective. Le dîner, loin d'être une simple réunion mondaine, se révélait sous ses yeux comme la mise en scène d'un drame en gestation. Et Poirot, silencieux mais attentif, attendait simplement que le rideau tombe pour lever le mystère. Un silence flottait encore autour de la table lorsque la cloche d'argent retentit une seconde fois. Son tintement, d'ordinaire si banal, résonna cette fois avec une intensité particulière, métallique et presque menaçante. Hastings eut la sensation qu'un souffle glacé avait traversé la salle à manger, tant le son paraissait en décalage avec les conversations laborieusement relancées. Les regards s'échangèrent, certains surpris, d'autres troublés. On aurait dit que ce simple appel au service venait d'imprimer dans l'air une vibration inquiétante, comme une annonce sourde que nul n'osait encore comprendre. Poirot, lui, redressa légèrement la tête, les moustaches frémissantes, attentif à ce qu'un détail imperceptible venait de dévoiler. Un domestique entra pour se justifier d'un geste, mais ses mains tremblaient à peine, comme si le son de la cloche avait bouleversé jusqu'à l'ordre mécanique de ses gestes. Personne n'osa rompre ce malaise, et chacun se rassit en silence. Pourtant, dans ce frisson collectif, Hastings devinait que quelque chose avait déjà basculé, que le dîner venait de franchir un seuil invisible. Le tintement métallique, encore suspendu dans la mémoire de tous, ne ressemblait plus à une simple convocation, mais à l'écho funèbre d'un drame imminent. Quelques minutes plus tard, l'absence d'un convive attira l'attention. On s'étonna de son retard, puis l'un des autres parcourut la scène, enregistrant en silence des détails que nul autre ne remarquait. Autour d'eux, la bibliothèque, lieu de savoir et de silence, devenait l'écrin macabre d'une énigme qui commençait à peine. Poirot s'agenouilla, inspectant d'un œil méthodique les alentours du corps. La position des mains, légèrement crispée,
suggérait une lutte intérieure plutôt qu'un affrontement physique. Un verre, à moitié vide, trônait sur la table basse. L'odeur subtile qui s'en dégageait évoquait plus un poison discret qu'une boisson renversée par maladresse. Hastings, impressionné, observait son ami glisser les yeux d'un détail à l'autre. Le pli de la veste, un bouton défait, une trace légère sur le cou. Poirot n'émit aucune conclusion, mais son silence parlait plus que de longs discours. Autour d'eux, les convives s'agitaient, mêlant effroi et indignation. Les hypothèses fusaient. Malaise soudain, excès de boisson, fragilité de santé. Mais Poirot, insensible à ces voix précipitées, demeurait concentré sur le langage muet du corps, ce langage qui, mieux que des mots, révélait la vérité d'une mort. Ses moustaches frémirent lorsqu'il posa enfin son regard sur l'horloge du manteau de cheminée, comme s'il venait de mesurer l'importance exacte du temps écoulé entre le tintement de la cloche et la découverte du cadavre. Rien encore n'était dit, mais tout, déjà, était inscrit dans ce silence dense où la logique seule pouvait s'imposer. Alors que Poirot s'éloignait du corps, Hastings, saisi par un détail, s'approcha du guéridon. La cloche d'argent, celle qui avait tant résonné peu auparavant, semblait légèrement déplacée. Son socle brillait d'un éclat anormal, comme si une main hâtive l'avait essuyé. Intrigué, Hastings en fit part. Un silence oppressant s'abattit sur la salle. Les invités, soudain prisonniers de leur propre demeure, se jetaient des regards méfiants. Les alliances sociales s'effritaient sous la suspicion. Un ami de la famille devenait un possible meurtrier. Une cousine, un danger imprévu. Hastings, bouleversé, se sentit entraîné dans une atmosphère étouffante, où la peur et le doute se mêlaient. Poirot, lui, se redressa avec calme. Il salua intérieurement la rigueur de ce huis clos. Aucune fuite, aucun intrus, aucune excuse. Tout était contenu ici, dans ce cercle restreint où le crime venait de naître. La cloche, silencieuse, semblait désormais garder les portes fermées. Chaque tintement futur promettait d'ajouter à l'angoisse générale. Le manoir de Bellecour, splendide et clos, se transformait en scène unique d'un mystère que seul l'esprit patient et méthodique de Poirot saurait dénouer. Dès que le calme relatif fut rétabli, Poirot prit la parole d'une voix mesurée et proposa d'entendre chacun séparément. Les convives, malgré leurs protestations de dignité, se soumirent à l'injonction, car nul n'ignorait l'urgence de la situation. Hastings nota la manière dont le maître belge avançait avec une politesse extrême, mais une fermeté sous-jacente qui ne souffrait pas la contradiction. Les témoignages s'enchaînèrent, et bien vite, leurs discordances apparurent. L'un affirma avoir vu la victime quitter la salle à manger quelques instants avant le tintement de la cloche. Un autre soutenait qu'il n'avait pas bougé de sa place durant tout le repas. Une invitée jura qu'elle avait entendu un bruit de verre cassé, mais son voisin assura que ce détail n'avait existé que dans son imagination. Chaque récit, plus qu'il n'éclairait la vérité, semblait l'obscurcir davantage. Hastings, perplexe, sentait l'énigme se resserrer autour de lui, comme une présence fugace avait laissé cette trace invisible. Le parfum demeurait là, fragile, évanescent, mais plus parlant que bien des mots. Il liait, par une association subtile, la cloche argentée à une main féminine. Pour Poirot, cette empreinte invisible n'était pas un hasard. C'était un fil ténu qui reliait la scène du crime à une volonté précise. Très vite, les regards convergèrent vers le jeune héritier, dont l'impulsivité était connue de tous. Plusieurs convives rappelèrent les querelles qu'il avait opposées à la victime. Ses éclats de colère trop fréquents, ses paroles irréfléchies prononcées au détour d'un dîner. Ce faisceau d'accusations, plus commode que fondé, fit naître un consensus implicite. Il devait être l'homme à blâmer. Hastings, influencé par cette unanimité, observait le jeune homme avec une sévérité accrue. Pourtant, quelque chose dans son attitude ne collait pas. L'héritier paraissait plus ébranlé que coupable. Son agitation, agitation, réelle, s'expliquait-elle par la crainte d'être découvert, ou bien par l'injustice de se voir ainsi accablé? Poirot, quant à lui, ne disait mot. Ses yeux pétillaient d'une attention concentrée. Il ne regardait pas l'héritier seulement, mais surtout la manière dont les autres convives le désignaient,
leur regard presque soulagé de détourner l'accusation d'eux-mêmes. Plus que l'attitude du suspect, ce fut l'empressement des témoins à l'accusé qui retint l'intérêt du détective. Le coupable, pensa-t-il, se cache rarement dans l'évidence trop bruyante. Face aux interrogations de Poirot, l'héritier, rouge de colère, se leva brusquement, renversa presque sa chaise et déclara son innocence avec véhémence. Hastings, impressionné par ce tumulte, crut y voir l'aveu involontaire d'une âme tourmentée. Poirot hocha doucement la tête, un sourire à peine perceptible animant ses lèvres. « Mon cher Hastings, répondit-il, lorsque tout paraît trop clair, il faut se méfier. La vérité, souvent, aime se cacher derrière l'évidence. » Hastings demeura perplexe. Mais pour Poirot, l'affaire ne faisait que commencer. L'accusation trop commode, l'odeur persistante d'un parfum féminin, les témoignages discordants. Autant de fils qui, tissés ensemble, promettaient une trame bien plus complexe que ce qu'on voulait croire. Déjà, il pressentait que la cloche de Bellecour n'avait pas encore livré son véritable secret. Au fil des heures, la conversation, d'abord prudente, s'orienta vers des souvenirs plus anciens. Un murmure, échappé d'un coin du salon, laissa soudain tomber un nom. Celui-ci flotta dans l'air, imprégné d'un parfum de scandale oublié. Hastings, qui n'en connaissait pas la portée, fut surpris de la réaction immédiate des convives. Les regards s'évitèrent, les dos se raidirent, et un silence lourd recouvrit la pièce. Il s'agissait d'une femme, jadis liée intimement à la victime. Une liaison demeurée cachée aux yeux du monde, mais connue de certains, comme un secret honteux gardé dans l'ombre. Les héritiers, manifestement, n'ignoraient pas ce passé, et leur visage fermé disait mieux que des mots combien ce souvenir réveillait de vieilles blessures. Poirot, qui jusque-là semblait n'écouter qu'à demi, fixa le convive imprudent avec une attention redoublée. Ce nom, prononcé presque à voix basse, ouvrait une perspective nouvelle sur la mort de Bellecour. Ce n'était plus seulement une affaire d'héritage ou de querelle mondaine. Un fil d'ordre sentimental venait de s'ajouter à la trame. Dans la mémoire de ce manoir trop silencieux, le fantôme d'une passion ancienne se ruinait la réputation de la victime ou servir d'arme dans une querelle d'héritage. Lorsqu'elle se tut enfin, haletante, Poirot inclina légèrement la tête. Il n'avait pas besoin de plus pour comprendre que ce passé, soigneusement dissimulé, revenait aujourd'hui frapper à la porte du présent. Hastings, bouleversé, sentait déjà le mystère s'épaissir autour d'eux. Alors que Poirot méditait sur ces révélations, Hastings, pris d'un élan de curiosité, fouilla discrètement dans un petit bureau de la bibliothèque. Ses doigts tombèrent sur une feuille arrachée en plusieurs morceaux, soigneusement dissimulée dans un tiroir. Intrigué, il les rassembla maladroitement, découvrant à demi effacées des phrases troublantes. On y lisait des mots d'amour mêlés à des reproches amers, et plus encore, une menace voilée. L'allusion à une vérité qui pourrait détruire une vie. Hastings, le cœur battant, montra sa découverte à Poirot. Celui-ci saisit les fragments avec une gravité silencieuse, comme si cette trouvaille confirmait une intuition déjà ancienne. La lettre n'était pas entière, mais suffisante pour évoquer un chantage. Qui l'avait écrite et qui l'avait reçue? Était-ce la victime elle-même ou un proche lié à ce secret? Rien ne permettait encore de l'affirmer. Mais Hastings, malgré son inexpérience, sentait confusément que ces quelques phrases portaient en elles le poids d'un mobile puissant, bien plus intime que l'appât d'une fortune. En déposant la lettre sur la table, Hastings fut frappé d'une sensation étrange. Un effluve discret, reconnaissable, flottait encore dans l'air. C'était le même parfum qu'il avait déjà senti près de la cloche. Subitement, les deux souvenirs se rejoignirent. La présence féminine, la trace invisible, et ce secret ravivé par les lettres. Poirot, en approchant à son tour, Poirot, immobile, suivit ce tintement avec une attention presque méditative. « Cette cloche, Hastings, dit-il doucement, elle sonne toujours l'heure exacte, mais aussi parfois celle du passé. » Le capitaine ne comprit pas entièrement le sens de cette phrase, mais il en sentit toute la gravité. Ainsi, la cloche de Bellecour cessait d'être un simple objet d'apparat. Elle devenait le témoin sonore d'une histoire qui liait le présent au souvenir d'une passion perdue. Et dans ce bruit métallique,
résonnait la promesse que le drame n'en resterait pas là. La nuit était tombée sur le manoir, lourde et pesante, lorsque soudain un cri retentit, aigu et désespéré, brisant le silence comme un coup de tonnerre. Les couloirs, plongés dans une obscurité relative, résonnèrent du fracas précipité de pas et de portes ouvertes à la hâte. Hastings, le cœur battant, se précipita derrière Poirot, attiré vers la chambre d'où provenait l'alarme. On y trouva l'un des convives, gisant à demi sur le sol, ses vêtements en désordre, une trace rougeâtre au visage. Les domestiques, effrayés, se pressaient dans l'encadrement de la porte, incapables d'apporter le moindre secours utile. Hastings, saisi d'effroi, pensa un instant qu'il s'agissait d'un nouveau meurtre. Mais le souffle encore perceptible du blessé lui apporta un soulagement mêlé d'horreur. L'agitation devint générale. Les voix s'élevaient, chacun parlant plus fort que l'autre, dans un désordre affolant. Poirot, immobile près du lit, fit taire ce tumulte d'un simple geste de la main. Ses yeux brillaient d'une lueur fixe, attentive. Il savait que ce second drame, qu'il fût tentative de meurtre ou de suicide, ne faisait qu'ajouter un degré supplémentaire au mystère. Le manoir, déjà alourdi d'un cadavre, s'enfonçait davantage dans une nuit peuplée de menaces. On est d'avoir frôlé la mort. Poirot, attentif, ne se contentait pas des mots. Il étudiait la façon dont la victime se tenait, la sincérité dans ses yeux, les intervalles de silence entre deux phrases. Derrière l'hésitation des propos, il percevait déjà une vérité plus subtile, encore voilée, mais qui finirait par se révéler. Lorsqu'on inspecta la chambre, un détail frappa aussitôt l'assistance. Un objet familier, tombé près du lit, appartenait à la gouvernante. Il s'agissait d'un trousseau de clés, reconnu par tous comme étant le sien. La découverte fit naître un murmure général, et les regards se tournèrent vers la femme, raide et blême, qui soutenait à peine l'accusation muette. Certains affirmèrent l'avoir vue rôder dans le couloir à une heure inhabituelle. D'autres évoquèrent son attitude étrange depuis le début du drame. Le faisceau de soupçons se resserra sur elle avec une rapidité qui rappelait les accusations portées, quelques heures plus tôt, contre l'héritier impulsif. La gouvernante protesta de sa voix ferme, mais brisée par l'émotion. Elle assura avoir perdu ses clés plus tôt dans la soirée, et ne pouvoir expliquer comment elle s'était retrouvée dans la chambre. Son déni, loin d'apaiser les convives, renforça l'impression qu'elle cherchait à dissimuler un geste coupable. Hastings, partagé, sentit son esprit vaciller. L'accusation semblait naturelle, presque logique, mais quelque chose, dans l'éclat douloureux des yeux de la gouvernante, inspirait plus la pitié que la méfiance. Poirot, lui, demeurait silencieux. Il contemplait l'objet incriminé avec une attention minutieuse, comme si ces clés, si ordinaires en apparence, pouvaient livrer un message encore invisible aux autres. Alors que les voix montaient, la panique gagnant chaque convive, Poirot restait immobile, ses mains croisées sur sa poitrine. Ses yeux, ce n'était pas la gouvernante qui l'intéressait, mais ceux qui, trop empressés, semblaient pressés de l'accuser. Car souvent, se disait-il, les regards qui pointent le plus vite vers un suspect sont ceux qui ont le plus à cacher. Tandis que les convives débattaient avec fièvre, Poirot, dans son silence, tissait déjà le canevas patient d'une vérité encore invisible. Le manoir, déjà fermé sur lui-même depuis la découverte du premier cadavre, paraissait à présent se transformer en une prison. Chacun se sentait prisonnier des murs épais, surveillé par les autres, et menacé par un ennemi invisible. Les couloirs, autrefois simples passages, devenaient autant de pièges où l'on croyait entendre un souffle derrière chaque porte. La cloche, à intervalles réguliers, continuait de sonner pour marquer les services. Mais son tintement, jadis domestique, résonnait désormais comme une ironie macabre, rappelant à tous qu'un danger planait. Hastings, frissonnant, se dit qu'il n'avait jamais connu de huis clos aussi étouffant. Les convives parlaient à voix basse, s'épiaient, se regroupaient par affinités précaires. Des alliances fragiles se formaient, puis se défaisaient en un instant. Dans cet espace clos, la peur devenait palpable, un souffle qui passait entre les murs. Poirot, lui, semblait trouver dans cette atmosphère l'aiguillon nécessaire à sa réflexion. Plus le cercle se rétrécit, plus le coupable se révèle, songea-t-il intérieurement. Le manoir de Bellecour, figé dans l'attente, n'était plus seulement un lieu de séjour. Il était devenu une scène,
et chaque occupant un acteur dont les gestes livraient peu à peu les secrets. Lorsque le tumulte des accusations s'apaisa, Poirot demanda la permission de se retirer un instant. On le laissa seul dans un petit salon adjacent, où la pénombre et le silence offraient un contraste bien valeur centrale. Il n'était plus seulement un appel, mais une couverture, un masque sonore. Il se demanda qui avait le pouvoir de la faire sonner, qui en avait la proximité, et surtout, pourquoi avait-on choisi précisément ce moment pour marquer l'instant du crime. Chaque détail de sa position déplacée, de son éclat trop vif, indiquait une main volontaire, non un hasard. Dans l'esprit de Poirot, la cloche devenait le pivot de toute l'affaire. Elle avait servi à fixer l'heure exacte, à détourner l'attention, peut-être à dissimuler un geste fatal. Elle était le fil que le criminel avait cru discret, mais qu'il avait lui-même tendu à l'œil vigilant du détective. Son esprit retourna alors à la scène du dîner. Poirot se remémora la disposition des convives, les voix qui s'élevaient, et surtout ces gestes infimes, perdus dans le flot des conversations. Le froissement d'une serviette, une main qui se tend vers un verre, une coupe reposée trop vite sur la table. Il revoyait l'héritier impulsif, théâtral dans sa nervosité, mais aussi cette femme qui avait baissé les yeux lorsqu'on évoqua l'héritage. Il se souvenait du collectionneur étranger, sourire fin, qui semblait goûter le spectacle des rancunes, et du regard absent de la jeune cousine, comme absorbé par un souvenir douloureux. Ces gestes, insignifiants en apparence, constituaient pour Poirot une langue muette. Chacun trahissait une pensée, un trouble, un calcul. Là où Hastings voyait une agitation naturelle, lui discernait déjà un motif. Le dîner, avec ses politesses forcées, avait offert plus de vérité que tous les témoignages contradictoires. Poirot consulta mentalement l'horloge, reconstituant la chronologie avec une rigueur implacable. Le moment où la victime s'absenta, le tintement de la cloche, la découverte du corps, tout devait s'enchaîner avec peu à peu, les fragments commencèrent à s'assembler. La cloche, le parfum, la lettre déchirée, les accusations trop commodes, tout formait une trame où l'évidence apparente masquait une vérité plus subtile. Poirot sentit naître en lui une intuition encore fragile, comme une silhouette indistincte qui prend forme dans la brume. Ce n'était pas encore la certitude, mais l'amorce d'une vision claire. Le coupable, pensa-t-il, ne se cachait pas dans l'impulsivité bruyante, mais dans la discrétion calculée. Un léger sourire vint effleurer ses lèvres. Ces petites cellules grises avaient commencé leur danse silencieuse, et déjà, elles indiquaient la voie. Restait à confronter les convives, à rassembler sous leurs yeux la logique implacable de la vérité. Mais pour l'instant, dans ce calme feutré, Poirot goûtait à la douce certitude que le mystère s'ouvrait enfin à lui. Lorsque la cloche sonna pour la dernière fois ce soir-là, ce ne fut pas pour annoncer un service, mais pour convier tous les invités dans le grand salon. La vaste pièce, habituellement dédiée aux conversations mondaines et aux soirées musicales, se chargea soudain d'une atmosphère lourde, presque suffocante. Les fauteuils furent disposés en cercle, comme si chacun se trouvait déjà placé devant un tribunal invisible. Hastings, à l'écart, sentit la tension croître à mesure que les convives s'asseyaient. Les regards s'entrechoquaient, les mains se nouaient nerveusement, certains toussaient pour briser le silence, d'autres fixaient obstinément le tapis. Tous savaient qu'un moment décisif approchait, et que la vérité, si longtemps évitée, allait bientôt surgir. Poirot, debout devant la cheminée, attendit que le silence se fasse. Sa silhouette tranquille contrastait avec l'agitation intérieure de ses auditeurs. Ses moustaches impeccablement lissées, son regard clair et discret, son attitude réservée, en faisaient un coupable idéal aux yeux d'esprit pressé. Mais, ajouta Poirot, les preuves trop faciles sont souvent les plus trompeuses. Il évoqua également les rancunes familiales, les rivalités autour des tableaux précieux, les murmures de liaisons anciennes. Chacun tour à tour avait paru digne de suspicion. Et chacun tour à tour avait été disculpé par une observation plus fine, par une contradiction, par une évidence cachée. Les convives écoutaient, partagés entre soulagement et crainte, à mesure que leur nom apparaissait dans le récit, puis se voyaient écartés. Hastings, fasciné, admirait une fois de plus la façon dont Poirot savait rétablir l'ordre dans le chaos.
Le détective, en filigrane, préparait le terrain. Il ne restait plus qu'à révéler le mécanisme véritable du crime. Poirot se tourna alors vers la cloche, posée sur la table du salon, objet banal devenu symbole obsédant. Il déclara que cet instrument domestique, que l'on croyait réduit à marquer le rythme des repas, avait été la clé du drame. Le premier tintement, expliqua-t-il, avait servi à masquer un geste. Au moment où l'oreille de chacun était distraite par la vibration métallique, la main du coupable avait agi sans être remarquée. Le second, plus tard, avait fixé l'heure exacte de la mort, donnant à croire que celle-ci était survenue à un instant précis, alors qu'elle avait eu lieu plus tôt. La cloche n'était pas seulement un détail. Elle était le signal, le paravent sonore qui avait permis au meurtrier de tromper tout le monde. Il fit remarquer que seule une personne, assise à une place particulière lors du dîner, pouvait atteindre la cloche sans éveiller de soupçon. Cette même personne, d'une discrétion extrême tout au long de la soirée, avait su détourner l'attention en laissant peser les soupçons sur des figures plus voyantes. De même, la gouvernante, dont la réserve et la position subalterne faisaient d'elle une cible facile, avait été accablée par des circonstances fabriquées. Ses clés, trouvées à proximité de l'agression, avaient été placées là avec soin pour détourner l'attention. Ses yeux, lorsqu'elle clamait son innocence, reflétaient la sincérité d'une femme injustement soupçonnée. « Non, mes amis, » reprit Poirot, « les coupables véritables ne s'offrent jamais aussi complaisamment à nos soupçons. Leurs gestes sont mesurés, leur attitude calculée, et leur calme même constitue le plus habile des masques. Dans le silence du salon, ces paroles résonnèrent comme une libération pour certains, et comme une menace pour d'autres. Les suspects trop visibles s'effaçaient un à un, laissant place à l'ombre de celui qui, jusque-là, avait su se dissimuler derrière le tumulte des émotions. Poirot fit une pause, ses yeux brillants d'une intensité contenue. Puis, d'une voix égale, il énonça la vérité que tous redoutaient. Le meurtrier n'était ni l'héritier colérique, ni la gouvernante, ni même un des héritiers secondaires que l'on soupçonnait par intérêt. Non, c'était un invité discret, toujours poli, effacé, dont la présence semblait presque oubliée au milieu des querelles. Un murmure parcourut l'assemblée, suivi d'un silence lourd. L'homme en question, pâle, tenta un sourire incertain, mais ses mains tremblaient imperceptiblement. Hastings, frappé, comprit soudain que son effacement n'avait pas été maladresse, mais stratégie. À aucun moment il n'avait attiré sur lui l'attention, et c'était précisément là sa force. Poirot expliqua comment ce convive avait su utiliser la cloche comme complice. Il avait choisi le moment exact où son tintement couvrait un geste meurtrier. Puis, avec un soin méticuleux, il avait orienté les soupçons adoucis, souligna que les crimes les plus dangereux ne naissent pas des colères visibles, mais des blessures muettes. Car rien n'est plus implacable qu'un orgueil meurtri, conclut-il, en fixant l'assassin de son regard pénétrant. L'aveu, arraché par la logique implacable et la mise à nu du passé, ne tarda pas. Le masque se fissura, et la façade de politesse s'effondra pour révéler la passion vengeresse qui avait conduit à la mort. Lorsque tout fut terminé, et que les convives se dispersèrent, Hastings demeura songeur. Il se remémorait les heures passées dans ce manoir, où chaque sourire avait dissimulé une menace, chaque geste anodin, un calcul secret. Il songeait à la fragilité des apparences. Combien il avait été prompt, lui aussi, à soupçonner l'héritier colérique ou la gouvernante silencieuse. Tout semblait si clair au premier regard, et pourtant si trompeur. Il se dit que l'enquête de Poirot n'avait pas seulement révélé un meurtrier, mais aussi mis en lumière la part d'ombre que chacun portait en lui. Les rancunes, les passions éteintes ou ravivées, les humiliations oubliées. Autant de fils invisibles qui façonnent les destins. Hastings comprit, avec une gravité mêlée d'humilité, que la vérité, toujours, exige patience et perspicacité. Poirot, assis dans un fauteuil près de la cheminée, observait encore la cloche posée sur son socle, comme un objet sacré et redoutable à la fois. Hastings, qui s'était approché de lui, attendait une parole. Elle vint, calme et mesurée, empreinte de cette poésie discrète qui n'appartenait qu'à lui. « Voyez-vous, mon ami, dit-il doucement, la cloche sonne pour rappeler l'ordre.
pour rythmer les instants d'une maison. Mais elle sonne aussi pour la mort, comme si son timbre ne pouvait ignorer les drames de l'âme humaine. Elle réunit, dans sa vibration, destin trouve toujours un moyen de se faire entendre. Poirot, se levant enfin, jeta un dernier regard vers la cloche, puis quitta la pièce d'un pas mesuré, laissant derrière lui l'impression qu'un secret ancien venait de s'apaiser, mais non de disparaître tout à fait. Dans le silence revenu du manoir, il ne reste que l'écho d'une cloche qui aura marqué à la fois l'ordre et la tragédie. Et vous, auriez-vous su percer le voile des apparences avant que la vérité ne se révèle? Partagez votre réponse en commentaire, et si cette histoire vous a captivé, pensez à l'aimer, à vous abonner et à la partager avec d'autres amateurs de mystère. Car parfois, un simple tintement suffit à réveiller des secrets que l'on croyait enfouis à jamais.